Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes au ministère de l'Éducation nationale au niveau de la deuxième sphère ministérielle de Diamniadio. Donc nous sommes exactement au 3e étage avec le coordonnateur donc, du CIMEN, comprenez le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, monsieur Seni Ndiaye Fall. Bonjour monsieur le coordonnateur. Bonjour. Comme je disais tout à l'heure, c'est le CIMEN. C'est ça. Le CIMEN qui représente quoi? Le CIMEN, en fait, c'est la structure qui s'occupe de tout ce qui est numérique au sein du ministère de l'Éducation. Ok. Donc le CIMEN qui a remplacé donc ce qu'on a appelé avant donc la CIM. La CIM. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des attributions entre les deux structures? Peut-être que dire qu'avec le CIMEN, on est beaucoup plus ambitieux quand même. On est beaucoup plus ambitieux. La CIM s'occupait juste du pilotage. Du pilotage surtout. Et là, nous sommes carrément dans le numérique au vrai sens du terme. Donc la CIM, on peut dire que c'était la cellule, donc une cellule informatique. Voilà, une cellule informatique. Aujourd'hui, le CIMEN, c'est un système d'information et de management de l'éducation nationale. Donc, en fait, le CIMEN a été mis en place dans le but d'harmoniser toutes les interventions dans le domaine du numérique. Avant, il y avait beaucoup de projets, beaucoup donc de systèmes d'information éparpillés dans le ministère, et il fallait mettre de l'ordre. Le ministre a jugé nécessaire de tout regrouper au sein du CIMEN. Non pas récupérer toutes les initiatives, mais les mettre en cohérence en fait. Ok. Donc aujourd'hui, avec ce mot système, on peut comprendre aujourd'hui que votre service donc est pratiquement le trait d'union entre les différentes structures du ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait, on peut le comprendre ainsi. C'est un service au service des autres services. Ok. Voilà. Donc c'est un système d'information. Ouais. De quelle information s'agit-il et à qui elle est destinée cette information? Il s'agit de données. Vous savez, nous sommes dans un monde de données, un monde où la donnée occupe une place prépondérante. Et ces données, il faut les stocker quelque part, il faut les sécuriser, il faut les mettre à la disposition des décideurs, à la disposition des différents acteurs. C'est un puissant outil d'aide à la décision. Donc, tout tourne autour de la donnée maintenant. Donc, la donnée est fondamentale dans notre société actuelle. Et nous, notre rôle est d'héberger cette donnée quelque part, de la sécuriser et de la mettre à disposition. Ok. Donc, vous avez parlé donc de données, vous avez parlé d'informations depuis l'avènement donc du CIMEN. On a vu pratiquement donc que tous les acteurs du système. Avant, il y avait que les enseignants qui avaient des matricules et tout. Ouais. Donc maintenant, on est à l'ère donc de ce qu'on a appelé les IENS. Ouais. N'est-ce pas, qui permettent donc d'identifier tous les acteurs, les enseignants et les élèves. Vous en êtes où? Est-ce que actuellement donc tous les acteurs sont répertoriés? C'est ça. En fait, les IEN, les identifiants de l'éducation nationale, ont été mis en place récemment, je peux dire, pour créer en tout cas une certaine cohérence dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, l'enseignant qui est dans Mirador doit être le même enseignant qu'on retrouve dans Planète. Et ça, c'était une faille du système précédent. Donc, avant, on avait plusieurs applications qui ne se parlaient pas du tout. Planète avait sa propre base de données, Mirador avait sa base de données, StatEduc avait sa base de données. Il fallait mettre tout cela en cohérence et c'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que nous avons essayé donc de faire. Et pour cela, nous nous sommes dit qu'il fallait donc faire une refonte complète du système d'information. Et nous avons pris comme base de cette refonte les identifiants de l'éducation nationale. Donc, il fallait identifier tous les acteurs
on se limite pas aux enseignants et aux élèves, on va jusqu'aux parents. On s'est même pas arrêté là, hein, parce que nous nous sommes dit qu'il fallait même identifier les établissements scolaires, ce qu'on a fait avec Codeco. Il fallait également identifier, il fallait du moins codifier le programme scolaire, ce qu'on est en train de faire à travers donc un ambitieux programme piloté par l'IGF. Donc tout le programme scolaire sera codifié. Donc, et c'est cette codification qui nous permet d'avoir des données cohérentes. C'est dans ce sens que nous avons donc mis en place ces identifiants d'éducation nationale et nous sommes en train de les déployer, peut-être timidement, mais sûrement. Okay. Là, chaque élève, chaque enseignant, chaque acteur de l'éducation aura un identifiant unique. Et cet identifiant va le suivre jusqu'à la sortie. Ok. Donc là, ça va au moins régler un problème. C'est que déjà, au niveau des élèves, surtout, au niveau des élèves, on a vu donc dans le passé, donc il y a beaucoup de mouvements qui ne sont pas contrôlés au niveau donc des élèves. Tout à fait. Des élèves qui quittent tel établissement pour aller à tel autre établissement. Donc d'autres qui quittent le privé pour aller dans le public ou le public pour aller dans le privé. Est-ce que ces IENS vont permettre donc de régler définitivement ce problème? C'est ça l'objectif de l'IEN, parce que je vais plus loin même. Un élève qui quitte le système et qui revient dans ce même système 2 ans, 3 ans après, quand il revient, il hérite de son IEN directement, de l'ancien IEN qu'il avait quand il était dans le système. Donc, juste pour dire que avec cette IEN, nous avons la possibilité de suivre l'élève à travers donc ces différents mouvements, mais de suivre même les performances de l'élève directement. Un des problèmes que vous risquez de rencontrer, que beaucoup d'IEF rencontrent, que la DEXCO rencontre, c'est par rapport à l'état civil qui change parfois chez certains. Donc, avec certains de nos parents alpulaar qui changent tout le temps donc de date de naissance et de lieu de naissance, est-ce que ça ne risque pas donc de fausser donc ce projet que vous êtes en train de mettre en place? Ça, avec ce système, ça peut ne pas poser de problème. Nous, en tout cas, on sait comment identifier les élèves. Il y a des clés qui sont définies et l'élève qui est dans le système ne peut pas avoir un autre IEN s'il a toujours la même date de naissance, les mêmes parents, le même numéro d'extrait de naissance, tout ça, s'il conserve les mêmes informations, il peut pas avoir de nouveau, il peut pas avoir d'IEN, d'IEN différent de l'IEN qu'il avait quand il était dans le système. Okay. Mais... Donc ça, c'est pas possible. Certes, il y aura toujours peut-être des failles, mais je pense que là, le risque est minimisé quand même. Okay. Le risque est minimisé parce que nous nous limitons pas seulement à mettre en place des IEN, mais nous luttons contre ce phénomène d'élèves sans pièce d'état civil. C'est pour cela que nous avons mis en place une plateforme qu'on appelait état civil carrément. Et cette plateforme nous permet aujourd'hui de recenser l'ensemble des élèves qui sont donc dans le système éducatif et qui n'ont pas de pièce d'état civil. Nous l'avons expérimenté cette année, donc monsieur le ministre qui a suivi pratiquement tout le processus, on a extrait à la fin l'ensemble des élèves qui sont déclarés sans pièce d'état civil, qu'on a soumis au ministère des collectivités locales, je crois. Et là actuellement, on a entamé la procédure de régularisation. Et tout ça, ça a été fait sous l'égide de la DE. Okay. Donc, nous les avons accompagnés techniquement pour mettre en place cette plateforme. Et aujourd'hui, on a recensé une bonne partie des élèves sans pièce d'état civil. Les années qui vont venir, nous allons faire la même chose. Et je pense que d'ici quelques temps, peut-être on espère arriver à régler définitivement ce problème d'état civil. Oui, mais pour faire tout ce travail-là, on a vu que la DRH, par exemple, est représentée dans toutes les IF et dans tous les IA, toutes les IA plutôt, donc à travers les bureaux donc de ressources humaines. On a vu également que les planificateurs donc représentent là-bas pratiquement la direction de la planification. Vous aujourd'hui, est-ce que vous avez donc des répondants au niveau des IF et au niveau des IA? Nous sommes une structure transversale. Je dois dire que dans toutes les IA, dans toutes les IF, nous avons des correspondants informatiques.
c'est vrai. Mais moi, je considère que les planificateurs, les chargés des ressources humaines, les chargés des examens et concours représentent au même titre le CIMEN dans les académies, dans les inspections de l'éducation et de la formation. Parce que nous sommes un service transversal. On est là. Moi, je veux même pas qu'on nous qualifie de service à part ou bien de direction à part. Nous sommes là au service de toutes les directions, au service de tous les services. Tout simplement parce que le processus de digitalisation est entamé à tous les niveaux. Et tous les services, toutes les directions ont besoin d'être accompagnés. Et nous, c'est ça notre rôle. On est derrière, on accompagne toutes les directions qui le souhaitent dans ce processus de digitalisation. Parce que c'est un processus qui est incontournable aujourd'hui. Vous savez que le numérique est partout, dans nos foyers, partout. Donc, les élèves manipulent actuellement ces outils numériques mieux que les adultes même des fois. Et c'est un processus qui est irréversible. Et nous sommes obligés de nous adapter. Tous les services sont obligés donc de s'adapter à cette nouvelle donne et ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là où nous trouvons notre rôle et nous allons le faire comme on nous l'a. Oui, vous avez raison et cela nous permettra donc la réponse que vous avez donnée nous permettra donc de plonger dans cette situation Covid entre guillemets, donc cette crise qui a secoué le monde, qui est toujours en train de secouer le monde et le Sénégal n'a pas été en reste. Tout à fait. Donc aujourd'hui, est-ce que le CIMEN a eu à jouer un rôle pendant cette période-là? Parce que vous l'avez dit, la digitalisation, tout le monde s'y est mis finalement, même au niveau des établissements scolaires. Est-ce que le CIMEN a eu à jouer un rôle dans ça? On a eu à jouer un rôle. Je dirais que le ministère de l'Éducation, en tout cas, a apporté une réponse pertinente face à cette pandémie. Dès le début de la crise, je pense que le ministre a eu à mettre en place une importante initiative dénommée Apprendre à la maison, qui donc se décline à travers 3 dispositifs. Le premier qu'on a qualifié de dispositif passif consiste donc à élaborer des fascicules sous format donc papier qu'on démultiplie et qu'on met à la disposition des élèves et des enseignants. Ce dispositif peut toucher l'ensemble des élèves du Sénégal, et même les plus enclavés. Il y a un autre dispositif qu'on a qualifié donc d'actif, et qui concerne les médias. Donc, pour ce dispositif, nous avons la télé, Canal Éducation, qui a été donc mise en service dès le début de la crise. Canal Éducation qui diffuse des cours qui ont été donc conçus et réalisés par des équipes du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons également les radios communautaires avec qui nous avons donc des accords de partenariat qui diffusent également des cours conçus et réalisés entièrement par des agents du ministère de l'Éducation nationale, des enseignants, des agents du niveau central et déconcentré. Nous avons également un troisième dispositif qu'on a qualifié de dispositif interactif, parce que permettant une interaction élève-enseignant. Et ce dispositif qu'on a appelé dispositif numérique consiste donc à la mise en place de plateformes pédagogiques qui permet aux élèves et aux enseignants de collaborer étroitement, donc d'échanger, d'interagir. Donc, beaucoup de lycées ont eu à utiliser Google Classroom. Oui. Donc, de même que certains CM, d'autres ont utilisé donc les WhatsApp et tout ça. Donc, voilà. Est-ce que vous, à votre niveau, vous avez eu à orienter, à canaliser, donc voilà. Nous avons plutôt été libéral. Nous avons, quand j'ai parlé du dispositif interactif,
Ça concerne toutes ces plateformes. C'est Google Classroom, c'est Microsoft Teams, c'est la plateforme Tectal, c'est la plateforme Canal Éducation, c'est également la plateforme Send Ressources. Donc, toutes ces plateformes sont mises à la disposition des élèves et des enseignants. Et l'accès à ces plateformes est libre et gratuit. Et à travers ces plateformes, l'enseignant peut interagir directement avec ses élèves. Donc, nous avons dispensé, dès le début de la crise, des cours d'initiation à Google Classroom et à Teams. Mais nous n'imposons aucune plateforme. On forme les enseignants à ces plateformes et chacun utilise la plateforme où il est plus à l'aise. Effectivement. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé durant toute la crise. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont choisi Google Classroom, d'autres ont choisi Teams, d'autres ont choisi les plateformes Canal Éducation. Mais il faut dire aussi que d'autres ont choisi plusieurs plateformes parce que c'est des plateformes qui peuvent se compléter des fois. Donc, il y en a qui ont travaillé sur Google Classroom et qui ont utilisé Canal Éducation ou Tectal en même temps. Donc, juste pour dire que c'est des plateformes qui se complètent. Aujourd'hui, on est à quelques jours donc du bac. Voilà, on a dépassé l'étape du CFE et de l'entrée en sixième. Et voilà, il y a le BFM aussi qui arrive. Donc pour le bac, déjà, on a annoncé donc avec le directeur de l'office du bac des nouveautés au niveau surtout donc, de la proclamation donc des résultats. Donc vous, est-ce que vous avez commencé à penser à cela pour le BFM? Tout à fait. Il faut saluer cette initiative qui est vraiment extraordinaire. Le fait de communiquer les résultats du bac via SMS, moi je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Donc il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on essaye en tout cas de réussir la mise en œuvre. C'est quelque chose que nous avons commencé depuis très longtemps. Je crois que si vous avez bien suivi les concours du CREM et des élèves Mariama Ba, etc., etc. Donc tout ça, la communication des résultats se faisait déjà via SMS. Donc on le faisait via SMS, les convocations se font via SMS. Donc juste pour dire qu'on était nous dedans depuis très très longtemps. Moi je trouve que l'Office du bac a bien fait donc de prendre cette belle initiative et nous en tout cas nous sommes derrière et nous les soutenons fortement. Ok. Et pour le BFM? Pour le BFM également, c'est pas exclu, c'est pas exclu que nous le fassions, d'autant plus que nous avons le dispositif qu'il faut pour le faire, mais il va falloir peut-être qu'on étudie tout cela. Nous avons voulu commencer par un projet pilote d'abord avec les concours, c'est comme les paiements en ligne. Nous avons commencé ça cette année avec le CREM, le concours du CREM. On va évaluer après pour voir si c'est bon. On va peut-être choisir d'autres concours ou examens, tester, voir ce que ça donne. Et si c'est vraiment concluant, on essaie de généraliser. On adopte la même démarche également pour la proclamation des résultats. Nous l'avons testé avec le concours du CREM, nous l'avons testé avec le concours d'entrée au lycée scientifique d'excellence de Diourbel et avec le concours d'entrée à Mariama Ba. Donc, nous allons voir si c'est pertinent de le faire cette année même avec le BFM. En tout cas, nous avons les outils pour le faire. Si c'est pas pertinent aussi pour cette année, on va reporter à l'année prochaine. Mais nous sommes déjà inscrits dans cette dynamique. L'invité de notre émission passée, Monsieur Cherbou de la COSIDEP, que nous saluons au passage. Donc voilà, lui, il a préconisé une entrée par les académies. Donc au lieu de prendre les décisions directement au niveau, donc à partir donc de Diamniadio, comme il a dit, donc au moins faire une entrée par les académies, responsabiliser davantage les académies. Est-ce que vous pensez déjà à ça, donc voir d'abord selon les besoins qui sont au niveau des académies, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui va se décider avec les autres directions du ministère? Je dois dire que pratiquement toutes les décisions qui sont prises l'ont été avec une étroite collaboration des inspections d'académie, des inspecteurs d'académie.
ils ont toujours été impliqués. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité du ministère, mais chaque fois que de grandes décisions sont prises, les inspecteurs d'académie sont associés en amont, et des fois même les inspecteurs de l'éducation sont associés en amont. Donc, je pense que toutes les décisions que le ministère prend depuis un bon moment, c'est des décisions qui sont prises avec l'implication de tous les acteurs. C'est même pas les inspecteurs d'académie seulement, mais vous voyez que les syndicats sont impliqués, les parents d'élèves sont impliqués, les organisations de la société civile sont impliquées. Donc c'est vraiment des décisions collectives qui impliquent tous les acteurs de l'éducation. On n'a jamais pris de décision tout seul, comme vous le dites, à Diamniadio tout simplement. Nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent de communiquer avec les inspecteurs d'académie où qu'ils soient, de communiquer avec les organisations syndicales, avec les organisations de la société civile, avec les parents d'élèves. Et à l'aide de ces outils, vraiment, on expose à ces partenaires donc de l'école les décisions, du moins les faits, et ensemble nous prenons des décisions. C'est comme ça que le ministère a toujours fonctionné. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes au ministère de l'Éducation nationale avec le coordonnateur donc du CIMEN, le système d'information du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur Seni Ndiaye Fall. Alors, votre équipe, quels sont les profils qu'on a dans votre équipe? Est-ce qu'il y a des enseignants? Est-ce que c'est des gens qui sont extérieurs donc au système? Donc voilà, quels sont les profils qu'on a dans votre équipe? En fait, au sein du CIMEN, on a des profils différents. Il y a des enseignants au sein du CIMEN. Il y a des contractuels du ministère, mais il y a également des contractuels que nous avons recrutés avec l'aide de la Banque mondiale. Donc, c'est des développeurs surtout, parce que nous avons jugé nécessaire de développer nous-mêmes nos propres applications, parce que dans le passé, nous avons eu à développer pas mal d'applications, mais par le biais de sociétés de la place, donc qui ont eu à développer certaines applications du ministère. Mais il se trouve que chaque fois qu'il s'agissait donc de faire une mise à jour de ces plateformes-là, il fallait tout le temps courir derrière ces sociétés. Il fallait tout le temps payer pour faire de petites mises à jour. Donc, on a eu marre de ça et on a pensé qu'il fallait nous-mêmes développer nos propres applications. Et depuis que nous avons commencé à le faire, nous avons beaucoup plus de maîtrise sur ce que nous faisons. Et votre collaboration par rapport aux autres directions. Donc, nous avons vu que pratiquement la plupart des plateformes, presque chacune de ces plateformes est directement liée à un autre service ou à une autre direction donc du ministère de l'Éducation. C'est ça. Comme je l'ai dit tantôt, nous on est là pour accompagner les directions et les services. Donc c'est ça notre mission. Nous sommes là pour mettre en place des outils qui vont faciliter le pilotage, qui vont faciliter donc la gouvernance. Donc, et ces outils-là ne peuvent être conçus, ne peuvent être réalisés sans une parfaite collaboration avec les directions et services demandeurs. Donc, chaque fois que nous avons à mettre en place une plateforme, il faut que l'expression des besoins vienne d'un service ou d'une direction. Et il faut que nous soyons accompagnés dans le processus de bout en bout. Sinon, on ne peut absolument rien faire. Nous sommes un service qui est là pour accompagner cette transformation digitale. Et c'est ça notre mission. Donc, on en profite, chers téléspectateurs, pour faire aussi un coucou à Monsieur Ibrahima Diouf, qui vient fraîchement donc de publier un roman qui s'appelle Résilience. Résilience, vaincre le signe indien. Donc voilà, et il y parle donc à un moment donné du système éducatif, en nous disant donc que notre système éducatif n'est pas suffisamment outillé, en tout cas en technologie.
donc pour pouvoir vraiment assurer donc voilà tout ce qui doit l'être pendant des périodes comme celle que nous sommes en train de vivre, et contrairement donc à ce qu'on a vu dans beaucoup de pays développés qui avaient des cours réguliers pendant cette Covid, mais en ligne, parce que tout simplement ils étaient beaucoup plus outillés. Donc vous pensez que dans un futur très proche, est-ce qu'on peut aller à ça, vers ça? Donc, Oui. est-ce que cette période que nous avons vécue, est-ce que vous pensez que ça va changer un peu notre politique en matière donc de voilà d'équipement donc voilà de nos établissements scolaires? Je considère que nous sommes sur la bonne voie. Actuellement, ce qui nous manque, c'est plutôt l'infrastructure. Je veux parler de la connectivité surtout et des équipements. Oui, il a surtout fait allusion à ça, voilà, la connectivité et les équipements. Donc moi je crois que notre problème majeur se situe à ce niveau, parce qu'aujourd'hui en matière donc de plateforme, en matière donc d'outils pour faire de l'enseignement à distance, quand même il faut dire que nous avons fait de très grands pas. Maintenant il faut outiller les différents acteurs, les enseignants, les élèves. Il faudra donc trouver un moyen, en tout cas, de les équiper en connectivité, en tablette ou ordinateur. Et à partir de ce moment, je crois que on est en mesure de faire de l'enseignement à distance au vrai sens du terme. On est en mesure donc de concurrencer n'importe quel pays dans le monde. Mais est-ce que vous pensez donc que avec ce qu'on a vécu pendant cette période, nos façons donc d'enseigner vont changer, vont évoluer en tout cas? Nos façons d'enseigner doivent changer. Ça devrait changer depuis très longtemps. Il faut dire que cette pandémie est venue accélérer, en tout cas, ce que nous prônions il y a quelques années. Donc, nous avons essayé depuis très longtemps de nous inscrire dans cette dynamique. Nous avons tout fait pour faire de l'enseignement à distance une réalité dans ce pays. Malheureusement, nous l'avons réussi que dans quelques zones, avec quelques élèves. Et cette pandémie est véritablement venue confirmer, en tout cas, l'idée que nous avions sur l'enseignement à distance. Il faut dire que l'enseignement à distance doit être associé, même sans ce contexte de Covid, devrait être associé à l'enseignement en présentiel. Je crois que, en tout cas, je fais partie de ceux qui croient que les deux sont indissociables. Il faut les associer, faire de l'enseignement à distance pendant certaines heures et faire des cours en présentiel à d'autres heures. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Et il faut rappeler aussi que le numérique, l'enseignement à distance ne vient pas pour remplacer le professeur, mais pour le valoriser davantage. Donc ça vient valoriser davantage l'enseignant, ça facilite pas mal de choses à son niveau. Un enseignant qui est en classe, qui a déjà un cours disponible, il peut le projeter, le commenter avec ses élèves, le mettre à la disposition de ses élèves, et ça facilite énormément son travail. Donc là, on ne vient pas pour écarter l'enseignement, mais plutôt pour le renforcer. Effectivement. Et c'est ça notre objectif. Et je pense que la pandémie nous a donné raison. Ouais, vous avez raison, et nous avons beaucoup de sujets que nous voudrions bien traiter avec lui. Donc certainement, on aura une autre occasion. Donc de revenir discuter avec lui sur toutes ces questions-là. Donc et là on arrive au terme de l'émission, on va lui permettre de dire un dernier mot. Pour terminer, je voulais lancer un appel à tous les acteurs du système éducatif pour dire que ce système nous appartient tous. Il faut pas que le ministère prenne des initiatives et que derrière les gens se mettent à dire c'est pas bien, on n'y arrivera pas, on n'a pas de machine, on n'a pas de connexion internet, etc., etc. Il y aura toujours des obstacles.
Aujourd'hui, tous les Sénégalais manipulent WhatsApp. Même ceux qui n'ont jamais fait les bancs, même ceux qui n'ont jamais fait l'école, manipulent aujourd'hui WhatsApp. Ils n'ont jamais été formés à ça. Juste pour dire que c'est une question de volonté. Si on s'y met tous, on y arrivera. Aujourd'hui, il nous faut une solidarité au sein même des familles. Parce que moi, ce que je constate, c'est que dans chaque famille, même dans les familles les plus reculées, dans chaque famille, il y a au moins quelqu'un qui a WhatsApp. Et il faut une certaine solidarité vis-à-vis des élèves. Le contexte de Covid est là. On ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Il faut une solidarité au sein même des familles. Ceux qui ont des téléphones portables, ceux qui ont des tablettes, ceux qui ont des ordinateurs, le mettre à la disposition des élèves pour qu'ils puissent apprendre, qu'ils puissent acheter des connexions Internet pour ces élèves-là. Donc ça, vraiment, il faut un sursaut national, il faut vraiment un élan de solidarité à tous les niveaux pour que ça puisse se réaliser. Il faut que vraiment tout le monde s'y mette pour qu'on puisse atteindre cet objectif de pouvoir poursuivre les enseignements, même à distance. En tout cas, nous vous remercions beaucoup aussi, monsieur le coordonnateur, et nous remercions aussi nos chers téléspectateurs qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Donc, nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.